La pluie tombait depuis des heures, des nappes épaisses et froides déchirant les rues vides comme des lames de verre. L'agent Kelly Monroe était en train de fermer la porte pour la nuit à la réception du commissariat de police de Cedar Grove lorsqu'elle l'aperçut. Au début, on aurait dit une ombre se déplaçant bizarrement dans la rue, boitant sous le vacillement des lampadaires. Puis la foudre frappa, et elle se figea. C'était un berger allemand, trempé, ensanglanté, à peine debout. Sa poitrine se soulevait d'épuisement tandis qu'il se traînait vers la porte du poste, serrant quelque chose dans sa gueule, un sac à dos. Kelly se précipita vers la porte et l'ouvrit brusquement. Le chien s'effondra à ses pieds, le sac à dos boueux heurtant le sol avec un claquement humide. Et puis elle l'entendit, un cri, faible, presque noyé par l'orage, un cri de bébé. Cet instant brisa le silence habituel de la gare de la petite ville. En quelques secondes, l'équipe de nuit affluait, arme au poing, incertaine de ce à quoi elle avait affaire, mais Kelly savait déjà qu'il ne s'agissait pas seulement d'un chien errant blessé. Ce chien leur avait apporté quelque chose que personne n'était prêt à voir. Ils l'appelèrent Ryder, car l'étiquette de son collier était trop rouillée pour qu'on puisse lire quoi que ce soit d'autre. Mais l'étiquette n'était pas l'important. Ce qui comptait, c'était ce qu'il y avait dans le sac. À l'intérieur du sac à dos trempé et sale se trouvait une petite fille, âgée de 3 mois à peine. Son corps était froid, sa peau pâle, mais sa poitrine se soulevait, à peine enveloppée dans une fine serviette. Ses petits poings se serraient comme si, même inconsciente, elle se battait. L'une des plus jeunes policières, Gina, tomba à genoux et haleta, les larmes aux yeux. « Oh mon Dieu, elle est vivante! Elle est vivante !» Le lieutenant Harris aboya des ordres, « Faites venir l'équipe médicale immédiatement. Couverture chaude, oxygène, partez. » Face au chaos, Ryder resta immobile. Il resta allongé, le regard éteint mais alerte, observant toujours le bébé, la protégeant. Il ne s'en rendait pas encore compte, mais ce chien venait de sauver une vie et de révéler un mystère que personne à Cedar Grove n'était prêt à affronter. Plus tôt dans la semaine, Ryder avait été porté disparu. Ce n'était pas un chien errant, c'était un chien retraité d'un commissariat voisin, anciennement affecté à l'agent Thomas Burke, qui avait quitté la police après une blessure au dos. Depuis, Burke vivait seul dans une cabane au fond des bois, au nord de la ville, un homme tranquille, ancien vétéran de guerre, sans femme, sans enfant, juste Ryder. On les avait vus arpenter les sentiers tous les matins, Ryder restait toujours près de lui, obéissant, le regard scrutant les environs comme s'il n'avait jamais quitté son poste. Alors, quand Burke a appelé il y a 3 jours pour dire que Ryder s'était échappé par une clôture cassée et n'était pas revenu, personne n'y a prêté attention ou il chassait probablement un cerf, a plaisanté quelqu'un. Le chien est vieux, il reviendra. Mais Ryder n'est pas revenu. Jusqu'à cette nuit-là, et non sans un message. Ils ont emmené le bébé d'urgence à l'hôpital le plus proche, où les infirmières l'ont enveloppé dans des couvertures chaudes et l'ont branché à des sondes. Elle souffrait d'hypothermie légère et de signes de malnutrition. Les médecins ont dit que si elle avait été retrouvée 1 heure plus tard, elle n'aurait probablement pas survécu. Mais elle a survécu, et cela a soulevé une question effrayante, où Ryder l'a-t-il trouvée et, plus important encore, qui l'a laissé mourir là-bas? De retour au poste, à l'aube et avec la pluie qui s'était enfin calmée, Ryder était allongé sur une couverture dans un coin de l'enclos, sous sédatif et recousu. Les policiers se déplaçaient autour de lui comme un héros déchu. Sa patte avant était cassée, ses côtes fêlées, une entaille sur le côté nécessitait 12 points de suture. Chaque blessure racontait une histoire silencieuse, ce n'était pas un sauvetage accidentel, c'était une mission et il l'avait accomplie. À ce stade de l'histoire, si vous êtes aussi touché que nous par le courage de Ryder, pensez à vous abonner à Héros pour les animaux. Nous partageons des histoires vraies de loyauté, de sacrifice et de liens entre les animaux et les humains, des histoires comme celle-ci qui méritent d'être racontées et immortalisées. L'agent Monroe n'arrivait pas à fermer l'œil cette nuit-là. Elle repensait sans cesse à la façon dont le bébé avait été délicatement placé dans ce sac à dos, comme par quelqu'un qui se souciait encore d'eux-mêmes après leur départ. La serviette était soigneusement enveloppée, il y avait même une petite tétine glissée dans une poche latérale. Quelqu'un ne voulait pas que le bébé meure, mais quelqu'un l'avait quand même laissé mourir et Ryder,
comment l'avait-il retrouvé? Le lendemain matin, les services sociaux étaient sur place. Ils ont appelé la petite taupe. Pas de papier d'identité, pas d'acte de naissance, personne n'avait signalé la disparition d'un enfant correspondant à sa description. Mais Ryder essayait toujours de se lever. Chaque fois qu'il sentait quelqu'un entrer dans la pièce, il se redressait, essayait de bouger, gémissait presque comme s'il cherchait quelqu'un. 3 jours plus tard, les choses prirent une tournure encore plus étrange. L'agente Gina, celle-là même qui avait pleuré en tenant le bébé, eut une intuition. Elle parcourut les registres du poste et recoupa les personnes disparues. Un nom apparut, Maria Gonzalez, 16 ans, portée disparue 4 mois auparavant. À l'époque, l'affaire n'avait pas fait la une des journaux. Maria, une enfant à problème d'une petite ville, vivait chez un oncle éloigné après avoir été chassée par sa mère. Pas de vrais amis, pas de téléphone, son conseiller d'orientation déclara qu'elle était renfermée sur elle-même et possiblement enceinte, mais faute de preuves solides, l'affaire fut classée sans suite. En voyant la petite au potin mat, cheveux noirs et bouclés, âgée d'environ 3 mois, il n'était pas exagéré d'imaginer qu'elle pouvait être la fille de Maria. Ils ont rouvert le dossier, et ce qu'ils ont découvert ensuite a complètement changé la donne. Maria était à Cedar Grove depuis 3 mois, et l'agent Thomas Burke, le propriétaire de Ryder, figurait parmi ses derniers contacts connus. Il était bénévole dans une banque alimentaire du centre-ville. Maria était venue 3 fois, chaque fois en privé. Des témoins ont dit qu'il semblait la protéger. Cela a suffi à Monroe pour se rendre à la cabane de Burke. Ce qu'elle y a vu, eh bien, nous y reviendrons dans la deuxième partie. Mais disons simplement que Ryder ne fuyait pas, il courait vers quelque chose d'enfoui, quelque chose qui lui aboyait dessus chaque nuit dans ses rêves, et comme personne ne l'écoutait, il a agi. L'histoire s'est répandue rapidement, le bébé, le chien, le silence et l'homme qui a laissé la peur gagner. Jusqu'à ce qu'un chien intervienne. Thomas Burke a été placé en garde à vue sans incident. Les accusations étaient toujours en cours de débat, défaut de déclaration de décès, enterrement illégal, mise en danger d'un enfant. Il ne s'est pas battu, n'a pas plaidé, il est simplement resté assis à l'arrière de la voiture de patrouille, regardant par la fenêtre les pins décolorés. Ryder, quant à lui, a été salué comme un héros. Sa photo a fait la une de la Cedar Grove Gazette, et il a été présenté dans les nouvelles locales. Les dons ont afflué au refuge qui avait aidé à prendre soin de lui après l'opération. Mais rien de tout cela n'a changé la vérité, il avait fait ce que personne d'autre n'avait fait. Il avait écouté. Hope, officiellement Isabella Hope Gonzalez, a été placée en famille d'accueil d'urgence pendant que l'État préparait son avenir. L'infirmière qui l'avait nourrie à l'hôpital a demandé à l'adopter. Je ne peux pas l'expliquer, a-t-elle confié à l'assistante sociale, mais quand je l'ai regardée dans les yeux, j'ai eu l'impression qu'elle avait traversé une guerre dont elle ne se souvenait pas, mais Ryder, si. L'agent Monroe rendit visite à Ryder une semaine plus tard. Il logeait chez Gina, la jeune agente qui avait pleuré en tenant le bébé. Ryder boita pour rejoindre Monroe, la queue battant faiblement. Elle s'agenouilla près de lui et lui frotta les oreilles. « Tu l'as trouvé » murmura-t-elle. « Et tu l'as ramené. On aurait dû t'écouter plus tôt. » Il leva les yeux vers elle avec des yeux remplis de quelque chose d'ancien, de loyal. Puis il posa sa tête sur ses genoux et ferma les yeux. Parfois, la justice ne se résume pas à des aboiements ou à des sirènes, ni à des médailles ou à des arrestations. Parfois, elle se présente sous la forme d'un chien blessé traînant un sac à dos trempé sous la pluie, car l'amour ne vient pas toujours avec des mots, parfois, il vient avec des marques de dents sur une fermeture éclair, des côtes cassées et la volonté de ramper vers ceux qui se soucient encore. L'histoire du chien blessé et du bébé dans le sac à dos était devenue virale à la fin de la semaine. La petite ville de Cedar Grove était soudainement devenue l'épicentre des gros titres nationaux, un héros canin sauve un enfant abandonné, une tempête révèle une mort cachée, sans Ryder, personne ne l'aurait su. C'était le genre d'histoire qui touchait l'Amérique en plein cœur, à la fois tragédie, miracle et mystère. Mais ce que la plupart des gens ignoraient, ce qui n'avait pas encore été révélé publiquement,
c'est que Ryder essayait de dire quelque chose à quelqu'un depuis des semaines. L'agent Gina Morale le savait mieux que quiconque. Elle avait été la première à tenir bébé Hope quand ils avaient ouvert le sac à dos boueux. Elle était aussi la première que Ryder avait laissé approcher après l'opération. Et maintenant, chaque soir après son service, elle s'asseyait tranquillement avec lui, observant patiemment la façon dont ses oreilles se contractaient quand quelqu'un prononçait le nom de Maria. Ryder se levait, marchait jusqu'à la porte, attendait, à chaque fois, c'était comme s'il s'attendait à ce qu'elle revienne. Mais elle ne le ferait jamais. Le procureur a publié une déclaration publique clarifiant les accusations contre Thomas Burke, il n'y aurait pas d'inculpation pour homicide. Les dossiers médicaux ont confirmé que Maria était décédée d'une hémorragie pendant l'accouchement, mais Burke faisait face à de multiples accusations criminelles, élimination illégale d'un corps, mise en danger d'enfants, obstruction à la justice. Pourtant, beaucoup en ville étaient divisés. Certains ont traité Burke de lâche, d'autres ont dit qu'il n'était qu'un homme brisé qui ne savait pas quoi faire. Mais personne ne pouvait nier une chose, c'était Ryder, et non Thomas, qui avait choisi l'action. Il avait quitté la cabane blessé et seul pour trouver de l'aide, pour accoucher, et peut-être pour révéler la vérité. Ce que personne n'avait encore compris, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement de Maria ou du bébé. Il y avait plus enfoui dans ces bois qu'une tombe superficielle. C'est à la mi-mars que le premier indice est apparu, un chasseur local nommé Greg Taylor est arrivé à la station avec quelque chose d'étrange. Il randonnait le long de la crête nord près de la cabane de Burke, à la recherche de pistes de gibier, lorsque son chien a reniflé un vieux morceau de tissu qui dépassait du sol. On aurait dit une bâche, a-t-il dit à Monroe, mais quand je l'ai retirée, elle était lourde. À l'intérieur de la bâche se trouvait un paquet de vêtements sales, un téléphone jetable et un sac d'épicerie en plastique déchiré contenant des gants médicaux, des lingettes et du sang séché. L'équipe de Monroe a bouclé la zone et fait appel à des chiens de recherche. Ryder, toujours en convalescence, avait été autorisé à se déplacer à l'extérieur. Lorsque Gina l'a amené sur les lieux, quelque chose a changé. Il s'est figé, puis, boitant lentement, a commencé à marcher vers un bosquet à une dizaine de mètres. Il s'est assis, a regardé en arrière, puis a commencé à gratter la terre. Ils ont creusé pendant 3 heures avant de trouver ce que Ryder avait pressenti, une autre tombe peu profonde. Mais cette fois, ce n'était pas un corps, c'était une boîte, un petit coffre en bois. À l'intérieur, des photographies, des lettres et un carnet emballé dans du plastique. Les lettres étaient de Maria, et le carnet était aussi le sien. Elle avait tenu un journal pendant tout le temps où elle était restée chez Thomas. Dans ces pages se trouvait une histoire à laquelle personne ne s'attendait. Maria savait qu'elle était enceinte avant de venir à Cedar Grove. Elle avait fui bien plus qu'un oncle violent, elle avait fait partie d'un foyer de groupe dans une autre ville, un foyer avec une longue liste de plaintes et sans véritable surveillance. Elle y avait écrit sur la peur, sur le fait d'être suivie, sur un homme qu'elle avait vu parler à son assistante sociale un soir, le même homme qui était apparu plus tard à la banque alimentaire pour prendre de ses nouvelles. Thomas ne lui avait pas seulement proposé un endroit où loger, il lui avait promis la sécurité. Mais elle ne lui avait jamais pleinement fait confiance. Dans une note datée de 3 jours avant son accouchement, elle écrivait « Ryder est le seul que je crois. Il dort devant la porte de la chambre. Il aboie si Thomas entre quand je ne suis pas réveillé. Je pense qu'il essaie de me protéger de quelque chose que même moi je ne comprends pas. » Ces notes ont cessé la veille du début du travail. Monroe a lu le carnet en entier 3 fois, sa poitrine se serrant à chaque page. Elle a commencé à fouiller dans de vieux rapports, plaintes auprès de foyers d'accueil, dossiers d'adolescents disparus, signalements anonymes d'abus jamais suivis. Et elle a trouvé quelque chose d'effrayant. Un nom revenait sans cesse, Thomas Burke. Il avait été répertorié comme bénévole communautaire dans de nombreux rapports d'assistants sociaux, jamais formellement accusé de quoi que ce soit, mais mentionné suffisamment souvent pour éveiller les soupçons. Comment personne n'avait-il pu le remarquer? Et pourquoi avait-il ciblé Maria? Les réponses arrivèrent lentement et péniblement. Les relevés téléphoniques montrèrent que Burke avait appelé le directeur du foyer à 2 reprises au cours du mois précédant la disparition de Maria. Il expliqua qu'il prenait des nouvelles d'une jeune fille sans famille.
Mais la suite fut encore pire. Interrogé, le directeur admit sous la pression qu'il avait fermé les yeux lorsque Burke avait accueilli Maria. Elle semblait mieux avec lui, dit l'homme en évitant le regard de Monroe. Et le bébé, demanda-t-elle. Il ne dit rien. Monroe se leva de la salle d'interrogatoire et se dirigea droit vers le chenil de Ryder. Il reposait la tête sur ses pattes, mais lorsqu'elle entra, sa queue remua une fois. Elle s'assit à côté de lui. « Tu le savais » murmura-t-elle. « Tu savais qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être, et tu es resté quand même. Tu l'as surveillé, tu l'as protégé, et quand elle est partie, tu as pris sur toi. » Elle posa son badge par terre à côté de lui. On dirait qu'on s'est trompé de badge depuis le début. Le lendemain, Monroe décida de rouvrir non seulement le dossier de Maria, mais aussi 6 autres dossiers d'adolescents disparus dans les comtés entourant Cedar Grove. Chacun d'entre eux avait des liens avec le même foyer de groupe, et tous avaient à un moment ou un autre interagi avec Thomas Burke par le biais de services bénévoles ou de fonctions religieuses. La vérité était plus sombre que quiconque ne l'avait imaginé. Maria n'avait pas seulement été abandonnée, elle avait été cachée, sa voix réduite au silence, son bébé presque effacé. Mais Ryder ne laissa pas cela se produire. Bébé Hope est resté sous la garde de l'infirmière Diane, qui avait déposé une demande d'adoption légale. Les services de protection de l'enfance ont annoncé qu'elle obtiendrait la tutelle complète après une vérification des antécédents, qu'elle a réussi haut la main. Ryder, désormais complètement guéri, devait recevoir un prix national pour l'héroïsme animal. Mais il se fichait des médailles, il ne s'est ragaillardi que lorsque Diane a amené bébé Hope à la station. Dès que Hope a été déposé sur une couverture à côté de lui, il s'est rapproché et l'a doucement poussé du nez. Elle a rigolé, il lui a léché la joue. C'était la première fois qu'il remuait la queue depuis tout ce qui s'était passé. Cedar Grove a changé après cela. Les gens ont commencé à poser plus de questions, à regarder plus en profondeur, à mieux écouter. Et quand un enfant pleurait, ou qu'une fille se taisait, ou qu'un chien aboyait quand quelque chose n'allait pas, les gens faisaient attention, parce que Ryder leur avait appris que l'instinct compte, que la loyauté voit à travers les mensonges, et que parfois le héros ne porte pas d'armes ou d'uniforme. Parfois, il porte juste un sac à dos sous la pluie, en sang et ne s'arrêtera pas tant que quelqu'un ne l'écoute pas. Le dégel printanier arriva tard à Cedar Grove cette année-là. La plupart des matins étaient encore enveloppés de givre, les arbres se dressaient nus comme des sentinelles. Mais pour le lieutenant Monroe, chaque lever de soleil apportait un nouveau mouvement, de nouvelles pistes, de nouveaux noms et de nouveaux fantômes rampant hors d'endroits où personne n'avait pensé à regarder. Ce qui avait commencé avec Ryder s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, 7 dossiers d'adolescents disparus rouverts, 2 mandats de perquisition, un silence brisé, et en dessous de tout cela, un chien à la retraite qui refusait de garder le silence. Au commissariat, on a parlé de phase 2. L'enquête s'étendait désormais au-delà de Cedar Grove. Monroe et son équipe étaient en contact avec 3 autres comtés, coordonnant une enquête approfondie sur les systèmes de foyers de groupe, les anciens travailleurs sociaux et le personnel administratif. C'était un travail fastidieux, souvent ingrat, des traces écrites, des messages vocaux archivés, des boîtes poussiéreuses de rapports manuscrits. Mais quelque chose d'étrange s'est produit, 2 des foyers de groupe qu'ils enquêtaient ont fermé brusquement. L'un a invoqué des raisons financières, l'autre a affirmé qu'il déménageait. Les 2 se sont produits la même semaine, ce qui était trop pratique. Monroe savait que quelque chose n'allait pas, et Ryder le savait aussi. Cela faisait presque un mois que bébé Hope avait été trouvé. Elle devenait plus forte, plus lourde, commençait à sourire, mais jamais longtemps. Diane, sa nourrice d'accueil, disait que Hope se réveillait souvent en pleurs au petit matin, comme si elle sortait d'un rêve dont elle ne se souvenait pas. Un matin, Ryder était allongé près de son berceau. Elle passa une petite main à travers les barreaux et lui attrapa l'oreille. Il ne broncha pas, il la laissa simplement s'accrocher, relevant doucement la tête pour lui caresser la main. Elle ne dort que lorsqu'il est près d'elle, dit Diane à Monroe un jour. C'est comme si elle se sentait en sécurité avec lui, comme si elle se souvenait de quelque chose qu'il a fait pour elle. Monroe hocha la tête, oui, elle ne trouve juste pas les mots pour l'exprimer.
Sur un coup de tête, Monroe retourna à la cabane de Burke, cette fois muni d'un mandat et d'une équipe médico-légale. La tombe derrière la maison avait déjà été nettoyée, mais certaines zones de la propriété n'avaient pas encore été touchées, notamment le sous-sol. Elle se souvint de ce que Ryder avait fait auparavant, comment il grattait le plancher, comment il essayait de les guider quelque part. Alors, lorsqu'ils ouvrirent la vieille trappe de la cave, Ryder les suivit sans hésiter. Dès que ses pattes touchèrent le béton, il tourna à gauche vers un mur latéral qui semblait solide. Mais il commença à gémir. Monroe se pencha et examina la plainte. Elle présentait une légère décoloration sur quelques centimètres seulement. Lorsqu'elle la tapota avec sa lampe torche, elle sonna creux. « Passez-moi le scanner thermique. » Ils trouvèrent le compartiment caché en quelques minutes, un faux mur derrière lequel se trouvait une petite pièce sans fenêtre. À l'intérieur se trouvait un matelas, un seau, des couvertures usées, de la nourriture à moitié mangée, de vieux livres pour enfants, un babyphone cassé, et dans un coin, griffonné dans le plâtre, des dizaines de marques de pointage. Quelqu'un avait compté les jours. Personne ne connaissait l'existence de cette pièce, pas même l'évaluateur du comté. Elle ne figurait pas sur le plan. La construction semblait récente, du moins depuis 2 ans. Mais ce n'était pas le pire. Dans une boîte en bois poussiéreuse près de la porte, scellée dans un sac Ziploc, ils ont trouvé d'autres lettres, des lettres écrites par d'autres filles, certaines datant de plus d'1 an. L'une d'elles comprenait une photo d'un autre bébé que personne ne reconnaissait. Les mots étaient déchirants. « Si vous trouvez ceci, dites à ma mère que je ne l'ai pas quitté. Il a dit qu'il m'aiderait, il a menti. Je ne sais pas quel jour on est. J'ai peur. » Monroe sortit de la pièce, le cœur battant. Elle contacta la station par radio, préparait une équipe. « Nous enquêtons actuellement sur cette propriété, site confirmé de détention illégale et possible trafic. Prévenez le groupe de travail fédéral. » Les médias explosèrent. Ce qui avait commencé comme une histoire de chien héroïque était devenu une véritable enquête criminelle sur une défaillance du système impliquant plusieurs comtés, interviews, conférences de presse, groupes de défense, manifestations. C'était le chaos, mais un chaos nécessaire, les gens devaient savoir, et plus important encore, ils devaient commencer à s'en soucier. Pendant ce temps, la renommée de Ryder grandissait, mais Monroe s'assurait que la véritable histoire ne soit pas enterrée sous les gros titres. Lors d'une conférence de presse, lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qui rendait le chien si spécial, Monroe a regardé droit dans la caméra. « Ce n'est pas seulement qu'il a porté un bébé en sécurité. C'est qu'il n'a jamais abandonné. Il aboyait, grattait, boitait, rampait, quoi qu'il en coûte. Ryder n'a pas seulement sauvé l'espoir, il nous a fait voir tout ce qui nous manquait. Il nous a forcés à écouter. » Peu de temps après la découverte de la cabane, Monroe fut contactée par une jeune femme nommée Elena Torres. Elle avait alors 21 ans, mais à 16 ans, elle avait fait partie du même foyer où Maria avait vécu. Elle demanda à lui parler en privé. Elles se rencontrèrent dans un restaurant près de la route 6. Monroe arriva seul, Ryder s'assit à côté de sa banquette, calme et alerte. Elena regarda le chien, puis de nouveau Monroe. « Je me souviens de lui, dit-elle. Ce chien. Je l'ai vu une fois devant le garde-manger. J'étais avec Maria, vous la connaissiez, c'était ma colocataire. Nous étions proches. » Monroe se pencha. « Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de Burke ?» demanda-t-elle. Elena secoua légèrement la tête, elle n'était pas obligée. On savait tous que quelque chose clochait, sa façon de regarder les filles, la façon dont le personnel le laissait sortir sans poser de questions. Elle déglutit difficilement. J'étais censé l'accompagner une fois, mais j'ai fait semblant d'être malade. Maria y est allée. Le silence s'installa entre eux. Je l'entends encore parfois, murmura Elena, dans mes rêves me dire de dire la vérité. Ryder laissa échapper un léger gémissement, et Monroe sut que la vérité commençait enfin à éclater. Le procès de Burke était prévu pour l'automne. Le procureur a ajouté de nouveaux chefs d'accusation, enlèvement, séquestration, multiples chefs d'exploitation d'enfants. D'autres survivants se sont manifestés,
enhardi par l'histoire de Maria, Ryder et Baby Hope. Ce qui n'était autrefois que des murmures dans le système était désormais une vérité forte et indéniable. Quant à Ryder, Monroe prit une décision un soir. Elle entra chez Diane, un dossier à la main. « Qu'est-ce que c'est » demanda Diane en faisant rebondir le bébé Hope sur ses genoux. « Des papiers d'adoption » demanda Monroe. Diane haussa un sourcil. « Pour Hope » Monroe secoua la tête. « Pour Ryder » Diane cligna des yeux. « Tu es sérieuse ?»« Je le suis » répondit Monroe, « mais pas pour moi, pour toi. » Diane baissa les yeux vers le bébé, puis vers le chien blotti près de son berceau. « Je croyais qu'il appartenait déjà à quelqu'un. » Monroe sourit. « Maintenant, c'est le cas. » Les formalités administratives ont été traitées rapidement. Les forces de l'ordre local ont tiré les ficelles, les sénateurs ont tweeté leur soutien, et comme ça, Ryder, ancien survivant et sauveteur de chiens K9, a été officiellement adopté dans le même foyer que le bébé qui l'a sauvé. La même fille qui s'était accrochée à la vie dans un sac à dos froid au milieu d'un orage le recherchait désormais chaque matin, et il ne la quittait jamais. Le premier anniversaire de Hope fut calme, juste Diane, quelques amis, des cupcakes et un chien assis fièrement près de la chaise haute, comme s'il montait la garde devant quelque chose de sacré. Personne n'évoqua le passé, mais ce n'était pas nécessaire. Il vivait dans les cicatrices, dans les coupures de journaux sur le réfrigérateur, dans le petit tatouage que Monroe s'était fait faire au poignet, une empreinte de patte avec le mot « Hope » en dessous, et dans la nouvelle plaque à l'entrée du commissariat de police de Cedar Grove en l'honneur de Ryder, héros canin, gardien des innocents, le chien qui nous faisait écouter. L'été arriva lentement à Cedar Grove cette année-là. Les arbres reprirent vie une feuille à la fois, les balançoires du porche grinçaient à nouveau, les enfants faisaient du vélo dans les quartiers où le trottoir se souvenait encore de ce qui s'était passé. Dans la plupart des endroits, le temps a le don de guérir tranquillement, mais pas ici et pas encore car à Cedar Grove, des questions subsistaient sur Maria, sur Burke, sur le nombre d'autres qui restaient là-bas, introuvables, ignorés, mal aimés. Mais une question avait déjà trouvé sa réponse, à quoi ressemble un héros ? Une ombre à quatre pattes aux yeux fatigués, au museau argenté et au cœur qui refusait d'abandonner. Ryder s'est rapidement adapté à sa nouvelle maison avec Diane et bébé Hope. Dès la deuxième semaine, il la suivait partout, comme un deuxième battement de cœur. Quand elle pleurait, il restait vigilant et n'arrêtait jamais d'écouter. À côté de son berceau, quand elle dormait, il s'allongeait au pied de son fauteuil à bascule. Et quand elle riait ses rares petits couinements pleins de vie, il relevait la tête et remuait doucement la queue. Ce n'était pas seulement de l'attachement, c'était un but. Diane jurait qu'il pouvait sentir ses rêves. Il s'est levé quelques secondes avant qu'elle ne se réveille. Elle a dit un jour à l'agent Gina, « C'est comme s'il savait, comme s'il veillait sur elle d'une manière que nous ne pouvons pas faire. » Le procès de Thomas Burke a débuté début juillet. Des caméras étaient déployées devant le palais de justice, des manifestants brandissaient des pancartes, « Justice pour Maria », croyez les survivants, brisez le silence. À l'intérieur, la salle était froide et silencieuse. Les notes du journal de Maria ont été présentées comme preuve, tout comme les lettres, les photos et les objets trouvés dans la pièce secrète du sous-sol. Burke ne parlait pas beaucoup. Son avocat s'appuyait sur l'argument selon lequel la mort de Maria était naturelle et inévitable, qu'il avait tenté de l'aider avant de paniquer. Mais l'accusation avait une version différente, et cette fois, Maria la raconta page après page, chaque mot griffonné dans les marges. Ils ont lu à haute voix sa dernière entrée au tribunal. « Je pense que le bébé va bientôt arriver. J'ai peur, mais je me sens bien quand Ryder est près de moi. Il dort la tête contre mon ventre. Je pense qu'il le sait. J'espère qu'un jour quelqu'un lira ceci et saura que j'ai essayé. » Monroe était assise au dernier rang de la salle d'audience, la mâchoire serrée et les doigts enfoncés dans ses genoux. Elle n'était plus là en tant qu'agente, elle était là en témoin des effets du silence. 3 jours après le début du procès, un nouveau témoin est apparu, Nathalie Simmons, aujourd'hui âgée de 19 ans. Elle avait suivi l'histoire de loin, mais lorsqu'elle a entendu le journal de Maria lu à voix haute, elle n'a pas pu garder le silence.
Elle a raconté sa propre histoire. À 15 ans, elle avait été placée dans le même foyer que Burke avait visité comme mentor. Il était digne de confiance, amical et proposait des trajets aux filles qui avaient besoin d'air. Nathalie l'avait accompagné 2 fois. La première fois, rien ne s'était passé. La seconde, on l'avait déposée à des kilomètres de la ville et on lui avait dit de bien réfléchir à qui elle s'adressait. Elle avait signalé l'incident, mais le foyer l'avait renvoyé, vous avez du mal à le comprendre. Elle n'avait plus jamais reparlé, jusqu'à maintenant. Son témoignage a ouvert la salle d'audience. Ce n'était plus seulement Maria, c'était une tendance. Burke a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge a prononcé la peine maximale, 72 ans de prison ferme. Pourtant, personne n'a applaudi. Il n'y a pas eu de « high five », pas de chant de victoire car la justice, si nécessaire soit-elle, ne répare pas le chagrin. Elle ne ramène pas une fille à la vie, ni n'efface la peur des premiers mois de la vie d'un bébé. Mais elle sème quelque chose, une graine de vérité, une chance de guérison, un nouveau départ. Cet automne-là, Monroe reçut une enveloppe par la poste sans adresse de retour, juste son nom écrit à la main. À l'intérieur se trouvait une photo, vieille et froissée, Maria souriait faiblement, tenant un chiot, celui-là même qui allait devenir Ryder. Au dos, un message disait, elle l'a trouvé avant qu'il ne la trouve. C'est peut-être toujours comme ça. Monroe resta assise avec la photo sur ses genoux un long moment. Elle ignorait qui l'avait envoyée, mais elle savait ce qu'elle signifiait. Cela n'avait pas commencé avec un bébé dans un sac à dos, cela avait commencé bien avant, avec une fille, un chien et un lien silencieux que personne d'autre ne pouvait voir. Diane a fini par accrocher cette photo dans la chambre de bébé. Elle l'a ajoutée à un mur désormais rempli de photos, le premier sourire de Hope, sa première marche à 4 pattes, son premier anniversaire. Sur chaque photo, Ryder apparaissait, jamais au centre, jamais posé, juste là, témoin discret, constant. Un soir, alors que l'automne s'installait et que l'air devenait frais, Diane berçait Hope sur le porche tandis que Ryder était blotti à proximité. Les étoiles brillaient, claires et froides. Hope, ensommeillée, appuya sa tête contre la poitrine de Diane. « J'aimerais pouvoir tout te dire », murmura Diane. « J'aimerais pouvoir te dire qui était ta mère, de quoi elle rêvait, à quoi ressemblait sa voix. » Elle baissa les yeux vers Ryder. « Mais peut-être que tu le sais déjà. Peut-être qu'il te l'a dit à sa manière. » Hope remua et laissa échapper un petit soupir, celui qui dit « Je suis rentré ». 6 mois plus tard, l'agente Gina Morale a été transférée dans une unité de protection de l'enfance de la ville. La décision n'a pas été facile, mais elle était la bonne. Elle voulait empêcher la prochaine Maria, la prochaine fille ignorée. Avant de partir, elle est allée une dernière fois chez Diane. Hope l'a prise, Ryder lui a léché la main. « Tu as changé ma vie », lui a murmuré Gina. « Vous l'avez fait tous les deux. » Elle est partie les larmes aux yeux et un nouveau badge en poche. De retour à Cedar Grove, Monroe fut promue capitaine. Lors de sa prestation de serment, elle prononça un bref discours non pas sur la criminalité ou la politique, mais sur l'écoute, comment parfois, ceux qui ne peuvent pas parler sont ceux que nous avons le plus besoin d'entendre. Elle conclut par une citation d'une lettre anonyme qu'elle avait reçue, « Dans un monde bruyant, Ryder entendait ce que personne d'autre n'entendait. Il n'aboyait pas pour attirer l'attention, il aboyait pour la vérité. » Au printemps suivant, la ville inaugura un mémorial au parc municipal, une sculpture en bronze représentant un berger allemand debout, un petit sac à dos dans la gueule. À côté, une plaque commémorative portait l'inscription « À ceux qui ont écouté quand cela comptait, aux sans-voix, aux perdus, aux courageux, et aux chiens qui les a ramenés à la maison. » Hope était présente, vêtue d'une robe blanche, tenant la main de Diane. Lorsqu'elle aperçut la statue, elle se libéra et courut vers elle, serrant la patte de bronze. La foule se figea. Même Ryder, plus âgé maintenant, plus lent, se tenait au garde-à-vous à ses côtés. À cet instant, peu importait qui se souvenait de l'histoire ou qui l'avait racontée, ce qui comptait, c'était qu'il avait vécu. Maria ne fut jamais oubliée. Son nom était gravé sous la statue,
mais celui de Ryder aussi, non pas comme animal de compagnie, mais comme partenaire, comme voix, comme la raison pour laquelle le silence avait enfin été rompu. Quand Hope eut 5 ans, Cedar Grove avait changé. L'ancien foyer de Birchland avait disparu, rasé jusqu'à ses fondations. À sa place se dressait la Hope House, un centre d'accueil pour jeunes en difficulté, financé par des subventions de l'État et des dons locaux. Dans le hall d'entrée, une fresque murale représentait une petite fille en robe blanche tenant la main d'un chien sous un ciel orageux. Il n'en fallait pas plus pour comprendre qui l'avait inspiré. Hope ne se souvenait jamais vraiment de la tempête. Elle avait des flashs, des ombres, des voix, un bruit de respiration qui n'était pas humain, mais quand on lui demandait des nouvelles du chien, son visage s'illuminait. Elle n'avait pas besoin de souvenirs, elle avait Ryder. À l'école maternelle, Ryder ralentissait. Les escaliers prenaient plus de temps, les promenades étaient plus courtes, des taches argentées lui chatoyaient le museau et ses hanches lui faisaient mal les matins froids. Mais il ne manquait jamais l'heure du coucher. Chaque après-midi, il attendait près de la fenêtre, la queue battant lentement tandis qu'elle montait les marches en courant. Un soir, après lui avoir lu un livre d'images sous la lumière du couloir, Diane regarda Ryder pousser la couverture sur la poitrine de Hope. Puis il s'allongea en soupirant, comme s'il savait que son travail était presque terminé. Quand Ryder mourut, le silence régnait, pas d'orage, pas de pluie, juste la douce brise printanière et le silence du monde qui reprenait son souffle. Diane le trouva blotti près du berceau, la tête sur ses pattes, paisible. Hope se tenait à ses côtés, sans pleurer, juste le regard fixé. Puis elle fit quelque chose que Diane n'oublia jamais, elle se pencha, embrassa Ryder sur la tête et murmura « Merci ». Elle alla à la fenêtre et ouvrit le rideau, laissant entrer la lumière. 2 semaines plus tard, Cedar Grove organisa une petite cérémonie commémorative sous la statue. Les gens apportèrent des bougies, des jouets, des cartes. Quelqu'un plaça une laisse près de la patte de bronze, quelqu'un attacha une chaussette d'enfant au sac à dos. Un garçon se tenait là, silencieux, tenant la main de son père, murmurant « C'est le chien qui a sauvé le bébé ». Pour une fois, pas de journaliste, pas de gros titres, juste de la gratitude, sincère et sincère. Diane fit incinérer Ryder, ses cendres reposaient dans un cercueil en cèdre, sous la fresque de la Maison de l'Espoir, où des centaines d'enfants passaient chaque année, où certains brisés, d'autres effrayés, d'autres silencieux, et chacun connaissait son nom. Il n'était plus seulement un chien, il était devenu un symbole, un gardien, une histoire qu'il racontait. Quand les enfants demandaient « Est-ce que quelqu'un peut vraiment se soucier de quelqu'un comme moi ?», le personnel répondait « Oui ». Quelqu'un s'en est soucié autrefois, même si personne ne l'écoutait. Hope a grandi avec cette histoire, la portant en silence, sans jamais se vanter, sans jamais s'appuyer dessus, sachant simplement qu'elle avait survécu, sachant que quelqu'un l'avait suffisamment aimée pour ramper enseignant toute la nuit, sachant que sa mère, bien que jeune, effrayée et seule, avait essayé de lui donner un avenir. Elle demandait souvent des nouvelles de Maria, était-elle gentille? Chantait-elle? Diane répondait du mieux qu'elle pouvait, elle était courageuse. Elle écrivait des histoires. Elle t'aimait plus que tout. Parfois, Hope la dessinait, toujours avec de longs cheveux noirs et un chien à ses côtés ou une famille réunie au crayon. Les années passèrent. Hope eut 9 ans, puis 10. Lors de sa remise de diplôme de CM2, elle parla de courage et apporta une photo de Ryder sur le podium. « Mon chien ne m'a pas seulement protégé, dit-elle. Il a montré aux gens que même sans voix, on peut être entendu. » Le silence se fit, quelques enseignants pleurèrent. Diane observait depuis le 3e rang, des mouchoirs serrés dans les mains. Pour le 10e anniversaire de la mort de Maria, Cedar Grove a organisé une veillée aux chandelles. Des centaines de personnes se sont rassemblées. Monroe, désormais à la retraite, est revenu pour parler, les cheveux argentés, les mains légèrement tremblantes, mais la voix assurée, « Nous sommes ici parce qu'une jeune fille a osé faire confiance, parce qu'un chien a refusé d'abandonner, parce que le silence n'est pas forcément permanent. » Elle a regardé Hope, désormais adolescente, debout fièrement aux côtés de Diane, et a dit, « Cette histoire, cette vie nous rappelle à tous ce que signifie l'amour quand les mots ne suffisent pas. » Ce soir-là, Hope demanda à Diane,
tu crois que Ryder savait qui j'allais devenir? Diane marqua une pause. Je crois que Ryder a su exactement qui tu étais dès l'instant où il a posé sa tête sur ton ventre. Hope sourit doucement. Il me manque. Moi aussi. À 16 ans, Hope était bénévole à la Maison de l'Espoir, elle animait des cercles de lecture, aidait à l'accueil des enfants, s'asseyait auprès d'enfants qui avaient perdu plus qu'ils ne pouvaient en dire. Elle apportait toujours quelque chose, le vieux collier de Ryder, ciré et monté dans une boîte cadre. Elle ne racontait jamais toute l'histoire, elle n'en avait pas besoin. Il le ressentait dans sa façon d'écouter, de s'agenouiller à la hauteur d'un enfant, de dire « Je suis là, tu es en sécurité ». Le jour de ce qui aurait dû être le 15e anniversaire de Ryder, Diane offrit à Hope une boîte contenant une seule enveloppe non ouverte. « Je l'ai trouvée en nettoyant le grenier », dit Diane. « Je crois que Monroe l'avait laissée il y a des années sans jamais en parler. » Hope l'ouvrit et découvrit une photo de Maria tenant Ryder Chio dans ses bras, l'une des photos originales exposées au tribunal, et un mot pour Hope, pour que tu saches à quoi ressemblait l'amour avant de pouvoir le voir. Hope serra la photo contre sa poitrine et resta silencieuse pendant un long moment. Elle est finalement devenue assistante sociale, non par obligation, mais par souvenir, parce que Ryder l'avait autrefois portée vers un avenir meilleur, et qu'elle souhaitait faire de même pour quelqu'un, quelque part, un jour. Le premier jour, elle a placé une petite citation encadrée sur son bureau. Parfois, l'appel à l'aide le plus fort n'est accompagné d'aucun son. C'est ainsi que l'histoire se termine, non pas en fanfare ni en flash, mais avec un héritage, une fille abandonnée mais jamais oubliée, une mère qui a écrit sa vérité dans les marges, un homme qui a enfreint la loi mais pas le lien entre un enfant et son tuteur, une communauté qui a écouté, et un chien qui n'avait pas besoin de mots pour en dire long. Ryder n'a plus jamais fait la une des journaux télévisés, mais son histoire a perduré dans les murmures, les contes du soir, dans les salles de classe, dans les recoins tranquilles des refuges à travers le pays. Et peut-être, a-t-il suscité l'intérêt de quelques oreilles supplémentaires, là où personne d'autre ne le voulait. Merci d'avoir suivi cette histoire, d'avoir marché aux côtés de Ryder, Maria, Hope et de tous ceux dont la vie a été touchée par un moment de courage dans une tempête. Avant de partir, nous aimerions vous demander, à quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment écouté, non pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez jamais, parfois, les héros ne parlent pas, ils se manifestent juste au moment où nous en avons le plus besoin.